Ce sont plusieurs dizaines de milliards de francs CFA que l'État malien perd par an à cause du dysfonctionnement du système intégré de gestion des ressources humaines des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales (CGRH). Après avoir pris connaissance du rapport, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a convié le Premier ministre ainsi que plusieurs membres du gouvernement pour leur donner des orientations, la finalité étant de garantir l'effectivité et la pérennité du système au sein des structures publiques. Bonne nouvelle, la tonne du ciment sera vendue sur le marché à 112 000 francs CFA. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les principaux acteurs. Le Mali honoré à Lusaka en Zambie à travers le ministre de la Santé et du Développement social. Le colonel Assaba Diallo Touré est élu première vice-présidente du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. C'est à la faveur de la 75e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Nos envoyés spéciaux sont Koumba Sissé et Mbarakou Maïga. Ce soir, dans Focus Santé, nous parlerons des risques de se promener avec un cathéter à la main. La pratique est devenue un phénomène de mode. S'il est fréquent de voir beaucoup de patients vaquer à leur occupation au cours du traitement avec un cathéter, force est de reconnaître que ce comportement peut provoquer de nouvelles infections ou même des maladies qui peuvent toucher n'importe quel organe du corps. Très heureuse de vous retrouver pour ces 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, nous recevons sur ce plateau le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir. Avec vous, un communiqué du président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Merci beaucoup. J'ai l'honneur de donner lecture d'un communiqué de presse des ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel, AES. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel, AES, expriment leur vive indignation et condamnent avec la plus grande fermeté les sanctions et autres actions de harcèlement visant des militants panafricanistes reconnus pour leur soutien aux idéaux panafricanistes et souverainistes des peuples de l'AES. Parmi celles-ci figurent notamment les sanctions décidées par l'Union européenne le 26 juin 2025 à l'encontre de Mme Nathalie Yamb, incluant l'interdiction d'entrée et de transit dans l'Union européenne, le gel des avoirs ainsi que l'interdiction de survol des espaces aériens européens. L'arrestation illégale, la séquestration dans une caserne et la mort suspecte de l'activiste feu M. Alain Christian Traoré dit Alino Faso en République de Côte d'Ivoire, et les diverses mesures de harcèlement contre Dr Franklin Nyamsi, M. Kémy Séba, M. Ibrahima Maïga et d'autres panafricanistes en République française et ailleurs. Ces actes illégaux et inhumains constituent une atteinte grave aux libertés fondamentales et aux droits inaliénables et imprescriptibles de la personne humaine, en l'occurrence la liberté d'opinion, la liberté d'expression, le droit à la vie et le droit à l'intégrité physique. Il viole de surcroît les principes même de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces sanctions, présentées sous le prétexte fallacieux de la lutte contre une prétendue influence extérieure, et ces actes ignobles ne sont en réalité qu'une tentative de museler les voix africaines qui revendiquent la fin du néocolonialisme et la construction d'un ordre international plus juste et équitable. En conséquence, 1. Tout en présentant leurs condoléances émues à la famille et aux proches des feux M. Alain Christian Traoré dit Alino Faso, ainsi qu'à tous ceux qui partagent son combat, les ministres de la Justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel exigent des autorités ivoiriennes une enquête transparente et diligente pour faire toute la lumière sur les circonstances très troubles de sa mort tragique, afin que les auteurs, co-auteurs et complices de sa disparition répondent de leurs actes. 2. Ils expriment leur entière solidarité avec Mme Nathalie Yamb, Dr Franklin Nyamsi, M. Kémy Séba, M. Ibrahima Maïga et tous les panafricanistes persécutés, dont le courage et l'engagement incarnent la volonté des peuples africains de recouvrer pleinement leur souveraineté. En outre, il demande aux autorités françaises de respecter les valeurs et principes qu'elles ne cessent d'instrumentaliser pour déstabiliser l'AES. 3. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération AES
condamne les décisions arbitraires de l'Union européenne et les actes ignobles ayant coûté la vie à feu M. Alain Christian Traoré dit Alino Faso, décisions et actes contraires aux principes du droit international et aux valeurs universelles qu'il proclame. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération AES réaffirment leur soutien indéfectible à tous les militants panafricanistes qui, en Afrique et dans la diaspora, se battent pour l'émancipation totale du continent. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération AES appellent les organisations et les peuples africains à renforcer leur unité et leur solidarité face aux tentatives extérieures d'intimidation et de répression. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel AES rappellent enfin que les tentatives d'intimidation et de répression extérieure ne feront que renforcer la détermination des peuples africains à bâtir une Afrique souveraine, unie et respectée dans le concert des nations. Fait à Bamako, le 25 août 2025, pour les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel AES, Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux de la République du Mali. Je vous remercie. Merci à vous également, monsieur le ministre. Vous vous rappelez certainement, le vendredi 15 août 2025, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, prenait connaissance du rapport relatif à l'exécution du système intégré de gestion des ressources humaines, des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales, CGRH. Ce sont plusieurs dizaines de milliards de francs CFA que perd l'État par an. Dans la foulée, le chef de l'État a convié ce matin le Premier ministre ainsi que plusieurs membres du gouvernement et a œuvré à la conduite du projet. L'objectif de cette rencontre était d'apporter les orientations nécessaires en vue de l'application des recommandations formulées dans les 10 rapports afin de garantir l'effectivité et la pérennité du système au sein des structures publiques. Reportage Garibou Pérou, Idrissa Traoré et Djeli Magandjabati. Sur un total, plus de 158 000 agents répertoriés au sein des administrations de l'État et des collectivités territoriales, plus de 122 000 ont fait l'objet d'un recensement physique et biométrique. Cependant, 36 151 agents demeurent absents de cette procédure. Ce constat a conduit dans la foulée du lancement du système il y a maintenant 10 jours à une instruction du président Goïta. Le vendredi 15 août 2025, le ministre de la Refondation a remis officiellement, lors d'une cérémonie solennelle, le rapport relatif au système intégré de gestion des ressources humaines à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Lors de la même cérémonie, le chef de l'État a procédé au lancement officiel du SIGRH. Il y a des recommandations qui ont été émises concernant la mise en œuvre de ce système très performant. Système qui a été mis en place à la demande du peuple malien lors des assises nationales de la refondation. Je crois que le souci principal de la population malienne, c'était de gérer de manière optimale les effectifs de la fonction publique de l'État et de la fonction publique des collectivités territoriales. Donc 10 jours après, en nous conviant à cette réunion, on comprend aisément le souci et surtout l'abnégation du chef de l'État à mettre en œuvre ces différentes recommandations. Nous avons pris bonne note des instructions qu'il nous a données et s'il plaît à Dieu, dans les jours à venir, je pense que ces recommandations vont être mises en œuvre, en tout cas une bonne partie de ces recommandations vont être mises en œuvre essentiellement pour gérer l'épineuse question des 36 000 fonctionnaires fictifs pour le moment recensés. Ces 36 000 fictifs ont 3 mois pour régulariser leur situation, et dont l'incidence financière annuelle s'élève à plus de 48 milliards de francs CFA. Il est à noter que plusieurs défaillances ont été observées dans le dispositif. L'absence d'informations fiables concernant les effectifs, la mise à jour insuffisante des fichiers, le manque d'interconnexion et l'absence de mécanismes unifiés pour la gestion des rémunérations. Face à ces dysfonctionnements, une période de grâce de 3 mois a été octroyée afin de régulariser la situation des agents concernés avant qu'aucune sanction ne soit appliquée. L'objectif a été clairement annoncé depuis le 15 août 2025, c'est la suspension des salaires de ces 36 000 fonctionnaires fictifs. Mais avant même ce délai de 3 mois, nous avons laissé aujourd'hui d'autres instructions
allant dans le même sens. Nous n'allons pas attendre la suspension, mais il y a d'autres mesures qui vont être prises. Mais dans les jours à venir, vous serez édifiés de manière avec beaucoup plus de précision par les ministres sectoriels concernés par ces mesures. Les systèmes intégrés de gestion des ressources humaines des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales reposent sur un recensement minutieux via des fiches individuelles et un enrôlement biométrique à l'échelle nationale et missions diplomatiques avec pour objectif d'assurer une gestion cohérente des effectifs. L'ensemble des données ainsi collectées est intégré dans un logiciel hébergé au Mali, financé sur fonds nationaux, garantissant ainsi la modernisation de notre administration public. Et nous restons à Koulouba où des agents de la présidence suivent une formation sur les droits et obligations des agents. Cette session se tient dans un contexte de modernisation de l'administration pour rapprocher les citoyens des services de l'État pour une plus grande efficacité. Ce renforcement de capacité qui se déroule à la grande chancellerie est organisé par le secrétariat général de la présidence. Reportage Mamadou Fani. Comme tous citoyens, les agents des services de la présidence de la République sont aussi soumis à des droits et obligations. La formation initiée par le secrétariat général de la présidence de la République a pour objet de renforcer les capacités de leurs agents dans l'exercice de la mission à eux confiée. La finalité de cette formation est d'offrir aux usagers une administration compétente et fiable au service des citoyens. Être agent de l'État et singulièrement de la présidence de la République, ce n'est pas juste occuper un poste, c'est servir la République, représenter l'administration et répondre aux attentes des autorités et des usagers au plus haut niveau. Le constat est évident et bien établi que beaucoup de manquements ou de conflits naissent d'une méconnaissance des règles. Donc, en formant les agents, on réduit les risques de sanctions disciplinaires, de litiges administratifs ou de mauvaise gestion. Les agents de l'État ont une mission noble, mais exigeante. Servir avec loyauté, compétence et intégrité. Un service public efficace nécessite une connaissance rigoureuse du cadre juridique, le respect de la hiérarchie, le devoir de réserve, la neutralité, la probité et le respect des biens publics sont des comportements que doivent épouser les agents des services de la présidence, d'où cette formation à leur intention. Le ministre de l'Industrie et du Commerce et celui des Transports et des Infrastructures ont co-présidé cet après-midi une rencontre sur le prix du ciment. 112 000 francs pour le ciment local et 117 000 francs pour le ciment importé. Ce sont là les conclusions phares de cette rencontre sur l'approvisionnement du pays en ciment. Au dire du gouvernement, les dispositions sont en cours pour l'approvisionnement correct du marché en ciment. Reportage Youssouf Diakité et Siri Koulibaly. Le gouvernement du Mali reste déterminé à gagner le combat contre le prix du ciment. C'est ce que justifie la tenue de cette rencontre élargie au ministère des Transports, aux usines, aux grossistes et aux distributeurs. L'objectif recherché par les autorités, c'est d'harmoniser le prix du ciment sur toute l'étendue du territoire national. Et les conclusions à l'issue de la rencontre rassurent. Ce qui a été quand même convenu, c'est que le prix qui a été fixé depuis le mois dernier, et ces prix doivent être reconduits. Ces prix, c'est 112 000 francs pour le ciment local et 117 000 francs pour le ciment importé au niveau des quincailleries. Et sinon, le prix de revient au niveau des quincailleries, c'est des grossistes, c'est-à-dire que les quincailleries doivent prendre à quel prix? Ça, c'est 108 000 francs pour le ciment local et 114 000 francs ou moins que ça pour le ciment importé. Voilà, donc nous exhortons tous nos collègues, nos compatriotes, nos adhérents à respecter ces prix. L'un des points clés au centre des échanges, c'est celui relatif à la question des transports. Aujourd'hui, à entendre les différents intervenants, les choses sont rentrées dans l'ordre et nous avons les représentants des transporteurs, les représentants qui étaient là et des discussions vont être menées. Comment accompagner ces transporteurs même à faire face
aux besoins. À la date d'aujourd'hui, les dispositions sont en cours au niveau de la Direction générale des routes avec le ministère de la Défense et des anciens combattants pour pouvoir sécuriser ces travaux et que ces travaux puissent être exécutés dans un bref délai afin que la route soit carrossable. Et ensuite avec les transporteurs, après les engrais, après les riz, et ils vont faire face cette fois-ci à l'acheminement du ciment. Le ministre de l'Industrie et du Commerce s'est dit particulièrement honoré par les résultats obtenus à l'issue de la rencontre. À l'issue de la réunion d'aujourd'hui, on peut vraiment féliciter l'ensemble des acteurs de la filière ciment, leur présenter les remerciements et la reconnaissance du gouvernement et pour les efforts qui ont été faits et pour la stabilisation des prix du ciment sur le marché et sur l'ensemble du territoire national. Et in fine, nous avons convenu donc de reconduire aussi les prix que nous avions arrêtés le 21 juillet 2025, à savoir le prix carreau à 100 000 francs la tonne, le prix distributeur à 108 000 francs la tonne et le prix aux consommateurs à 112 000 francs la tonne. Et nous avons convenu, in fine aussi, de se rencontrer le 25 octobre 2025 pour une troisième évaluation de l'évolution des prix du ciment sur le marché afin de nous assurer que ces prix sont respectés à la satisfaction des populations maliennes, parce que c'est au bénéfice des populations que nous déployons tous ces efforts-là. Tous sont unanimes qu'il faut cette conjugaison des efforts en vue de relever collectivement les défis qui se posent au pays, mais particulièrement au secteur du ciment, vital pour l'économie nationale. Les 6 459 candidats inscrits aux examens du brevet technicien première et deuxième partie agro-pastorale session d'août 2025 ont commencé les épreuves aujourd'hui. Cette étape sanctionne la fin des études des 10 techniciens. Les examens se tiennent dans 16 académies d'enseignement du pays. Tout se déroule à hauteur de Souhait au centre du lycée technique où le ministre de l'Éducation nationale, accompagné par son collègue de l'élevage et de la pêche, a donné le coup d'envoi, nous signale Fademba Keita. C'est parti pour le brevet de technicien, première et deuxième partie agro-pastorale, session d'août 2025. L'ouverture de l'enveloppe contenant l'épreuve de gestion suivie de la distribution des sujets par le ministre de l'Éducation nationale et son collègue de l'élevage et de la pêche autorise le démarrage des examens dans les 32 centres des 16 académies d'enseignement concernées. Les officiels apprécient l'organisation des 10 examens, mais invitent les candidats à l'effort personnel et aux surveillants à la vigilance conformément à la police de surveillance. C'est la seule façon, selon eux, d'avoir des cadres à hauteur de souhait. Leurs examens, ce n'est pas des examens classiques. Ils travaillent sur des modules pendant l'année et en fin d'année, ça leur sert soit pour passer en classe supérieure, soit pour terminer leurs études. Nous comptons beaucoup sur eux parce que le Mali Koura commence par le Mali d'Inkoura. Et j'ai demandé aux directrices d'académie et bien sûr à travers ce micro à tous les directeurs d'école qui encadrent des cadres de l'agro-pastoral de veiller à suivre le cursus de ces enfants une fois sortis pour leur insertion dans la vie active, soit en tant que fonctionnaire mais soit en tant qu'entrepreneur. Au centre du lycée technique de Bamako, les épreuves de brevet de technicien première et deuxième partie agro-pastorale ont démarré dans le calme sans incident majeur. D'abord, nous avons deux niveaux. Le brevet de technicien première partie, agro-pastoral, il y a 18 salles. Et le brevet de technicien de deuxième partie, 3 salles. L'ensemble des candidats font 515. Et nous avons 21 salles, donc 44 surveillants, plus le personnel d'appui et les vice-présidents. Et toutes les dispositions sont déjà prises pour que cet examen s'organise dans les meilleures conditions aujourd'hui. Les deux ministres concernés promettent aux parents des examens propres, des résultats qui reflètent les dispositions antérieures prises par le département en charge de l'organisation des examens et concours. Rendons-nous dans la cité des 333 100. Le commissaire à la sécurité alimentaire, au cours de son séjour dans la région, a remis un important lot de céréales aux forces de défense et de sécurité au nom des autorités. Il s'agissait de venir en aide aux veuves des soldats tombés sur le champ d'honneur et aux blessés de guerre. De Tombouctou, le compte rendu de Idrissa Goulou Sissoko.
En visite dans la région de Tombouctou, le commissaire à la sécurité alimentaire a remis une importante quantité de riz aux forces de défense et de sécurité. Ce geste vise à soutenir les veuves des soldats tombés sur le champ de l'honneur et les blessés de guerre. L'opération de distribution alimentaire inscrite au plan national de réponse 2025, lancée à Bamako le 12 août dernier par son Excellence le général de l'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Le gouverneur de Tombouctou et celui de Tabreni ont reçu des dotations pour la région. Donc pendant ces temps, il est tout à fait normal qu'on pense aussi à ceux qui ne dorment pas pour que nous dormions et à ceux qui ne voient pas leur famille tous les jours pour que nous soyons aux côtés des nôtres et qu'on puisse travailler et mener des activités qu'on mène aujourd'hui. Je pense aux forces armées de défense et de sécurité et donc ce don symbolique il est fait pour vous aider à assister les blessés de guerre et leurs familles. En recevant cette donation, le commandant de la zone de défense numéro 5 a salué ce geste humanitaire des autres autorités et a rassuré que les forces de défense et de sécurité continueront à défendre l'intégrité du territoire national. Nous disons un grand merci aux autorités à travers le missionnaire aujourd'hui, à travers ce geste qui va beaucoup soulager les familles de ces militaires blessés, mais aussi des militaires endeuillés. Donc c'est un geste pour nous qui est salutaire, qui nous va droit au cœur. Nous sommes très heureux de ce geste et nous disons que nous allons poursuivre avec notre engagement pour le salut du Mali. Ce geste est une invite à toutes les bonnes volontés de soutenir les veuves et blessés des soldats qui se battent jour et nuit contre les ennemis de la nation. Le RTM non plus n'est pas resté en marge du plan national de réponse du président de la transition. Le commissariat à la sécurité alimentaire a remis aujourd'hui 10 tonnes de riz destinés aux grands malades et au personnel d'appui de la structure estimée à une centaine. Un geste qui vise à soutenir les bénéficiaires et prévenir l'insécurité alimentaire. La remise symbolique s'est déroulée en présence du commissaire à la sécurité alimentaire, du directeur général de l'ERTM et du secrétaire général du syndicat de l'ERTM. Reportage Mohamed Kayantao. Issa Samake fait partie du personnel d'appui de l'ORTM. Dans quelques mois, il fera valoir ses droits à la retraite. Il vient ainsi de bénéficier d'un don de riz de la part de la direction générale de l'ORTM, une initiative du commissariat à la sécurité alimentaire. Moi, je veux remercier la direction de l'ORTM et la sécurité alimentaire pour ces aides-là à nous tous, parce que bientôt, comme moi, je vais à la retraite cette année. Bon, moi, je veux qu'on n'a qu'à toujours rester ensemble. Bon, vraiment, je suis content quand même. Reconnaissance envers les plus hautes autorités du pays pour cette initiative. Dieu seul sait qu'à l'ORTM, il y a des grands malades qui, ça fait des années, ils ne travaillent pas. C'est des dizaines de personnes, des grands malades. Il y a des personnels d'appui. Ici, si on vous dit leur salaire, vous serez étonnés. On se débrouille ensemble. Ces dons viennent combler un grand vide. Un grand vide. Le don de 10 tonnes de riz remis à l'ORTM est destiné au personnel d'appui, aux veuves et aux grands malades de la structure. Le directeur général de l'ORTM trouve que ce geste arrive à point nommé. Je remercie les plus hautes autorités, à commencer par le président de la transition, son Excellence le général de l'armée Assimi Goïta, qui à travers le commissariat à la sécurité alimentaire a décidé vraiment d'appuyer les plus nécessiteux en cette période de soudure. C'est ainsi qu'on a pensé à la direction de l'ORTM et en tant que premier responsable de la structure, j'en suis très heureux. D'autant que, il faut le dire, nous sommes dans une boîte où on a environ 720 agents. Beaucoup sont dans le besoin. Donc si on pense en cette période à appuyer ce personnel-là, je pense que je ne peux qu'en être très heureux. Aujourd'hui, on le dit très souvent, il y a vraiment des besoins au niveau du personnel de l'ORTM. L'initiative du commissariat à la sécurité alimentaire entre dans le cadre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Plus de 100 bénéficiaires ici à l'ORTM vont recevoir cette aide des mains du directeur général que nous remercions de nous aider à nous acquitter de notre devoir d'informer l'ensemble des Maliennes et des Maliens sur le contenu du plan national de réponse, sur le processus de sa mise en œuvre. On était récemment à Tombouctou, on va continuer
déplacements sur le terrain pour concrétiser, effectuer le démarrage de ces distributions-là, de façon à ce qu'elles couvrent la période de soudure dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Le directeur général de l'ORTM apprécie ce geste du CSA qui est de nature à améliorer l'état nutritionnel des couches vulnérables. Fin ce week-end de la conférence locale des jeunes sur le climat. Cette conférence organisée par El Kouaï Mali a porté sur la contribution de la jeunesse aux actions à mener pour un climat plus sain. À travers cette conférence, les jeunes veulent prouver qu'ils constituent une force de proposition dans le cadre de la participation du Mali à la COP30 à Belém au Brésil en novembre prochain. Reportage Mamadou Fani. La jeunesse entend être actrice de la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. El Kouaï Mali prend cette problématique à bras-le-corps en initiant 2 jours de conférences sur les thématiques liées à l'environnement. Une rencontre sanctionnée par une déclaration. Les enjeux climatiques, grâce à vous, ont été largement compris pendant cette El Kouaï Mali 2025. El Kouaï Mali 2025 ne s'arrête pas ici. Les recommandations issues des différentes consultations, nos travaux de groupe seront portés dans les espaces nationaux et internationaux, notamment vers le COI et la COP. Nous avons sémé des graines de changement. Il nous revient maintenant de les cultiver. La jeunesse en action pour le climat reflète un engagement fort des jeunes. Cette voix de la jeunesse sera portée lors de la COP30 à Belém au Brésil en novembre prochain. La jeunesse malienne n'est pas simplement un partenaire du développement durable, elle en est une actrice centrale, dynamique et visionnaire. À travers vos réflexions, vos propositions et vos engagements, vous avez démontré que vous êtes déjà à l'œuvre pour façonner un avenir plus résilient et plus juste face aux défis climatiques. La El Kouaï marque le début du chemin vers la COP 30. Votre mission ne s'arrête pas aujourd'hui. Les idées et recommandations que vous avez portées doivent désormais vivre au quotidien. Dans vos écoles, vos universités, vos quartiers, vos associations et vos villages. Elles doivent nourrir le dialogue entre jeunes et décideurs, entre communautés et institutions. Le gouvernement du Mali, à travers mes services et ceux des ministères en charge de la jeunesse, sera à vos côtés pour porter et transformer vos propositions en actions concrètes. Ces 2 jours d'échange ont permis aux jeunes de toucher les enjeux liés au climat. À la fin des travaux, la jeunesse s'est dit désormais mobilisée pour jouer sa partition. Une visite de stand par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a mis fin à cette rencontre. Je l'annonçais au sommaire, une délégation malienne conduite par la ministre de la Santé et du Développement social est actuellement à Lusaka pour la 75e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Il s'agit d'une rencontre annuelle qui a débuté ce matin et qui durera 3 jours. Le thème retenu est construire ensemble une Afrique plus saine, un manifeste pour la transformation. Au cours de cette session, l'OMS et les pays africains doivent faire le point des avancées dans le domaine de la santé, identifier les défis et formuler des propositions pour garantir l'accès à la santé pour tous. Autre point important des activités, c'est l'élection du colonel Assaba Diallo Touré en tant que première vice-présidente du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Elle est secondée par son homologue gabonais. La cérémonie d'ouverture était présidée par le président de la République de Zambie, son Excellence Hakainde Hichilema. Nos envoyés spéciaux à Lusaka, Mbomba Sissé et Mbarakou Maïka. En Afrique, les difficultés liées à l'accès à la santé pour tous sont nombreuses. Les effets du changement climatique, la crise sécuritaire, les inondations, la gestion des épidémies, la santé de la mère et de l'enfant, l'accès à des produits sanguins de qualité et la santé bucco-dentaire sont autant de défis que les pays africains doivent relever. C'est précisément pour prendre des mesures concrètes et partager des expériences que le comité régional de l'OMS
pour l'Afrique se réunit à Lusaka en République de la Zambie pour sa 75e session. Malgré ces menaces sanitaires, certains pays comme le Mali ont réussi à mettre en œuvre des politiques gouvernementales qui ont eu un impact significatif sur la santé des populations. Il y a beaucoup de réalisations, notamment les hôpitaux de Kati, l'hôpital du Mali et même le laboratoire P3 au niveau de l'Institut national de santé publique, sans compter tous les autres équipements et les moyens logistiques que nous avons eus. En plus des centres de dialyse offerts gracieusement par le président de la transition, il y a des centres de dialyse qui sont un peu partout dans le pays. Sous le leadership visionnaire de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, c'est 12% du budget de l'État alloué au ministère de la Santé, malgré le contexte sécuritaire et humanitaire que le pays connaît. Après la cérémonie d'ouverture, colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, et son homologue gabonais ont été élus respectivement premier et deuxième vice-président du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, une fonction qu'ils vont occuper jusqu'à la 76e session du comité régional. Un honneur pour le Mali. C'est la première fois à ma connaissance que notre pays soit honoré jusqu'à ce niveau. Si on a été sélectionné et accepté par l'ensemble des ministres de la Santé des pays de l'Afrique, c'est grâce franchement au leadership de notre président de la République, c'est grâce au leadership du gouvernement malien, mais surtout grâce au leadership de Madame le ministre de la Santé. Le système de santé malien, l'épine dorsale, c'est le soin de santé primaire. Je tiens d'abord à remercier le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a eu confiance en moi pour me nommer à ce poste et prendre en charge la santé des Maliens. Et remercier le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, pour la confiance portée à ma modeste portante pour gérer la santé des Maliens. Et on remercie la Zambie pour l'organisation de ce sommet régional. Félicite le directeur régional pour sa nomination et pour la confiance qu'ils ont placée à ma modeste personne. Cette confiance est non seulement à moi, mais à tout le Mali et surtout à tout le personnel socio-sanitaire du Mali. Leur dire que nous prenons acte et nous voyons l'immensité des défis et ensemble nous arriverons à faire ce que nous pourrons pour la santé des Africains. Selon le premier responsable de l'OMS pour l'Afrique, les défis sont complexes mais pas insurmontables. Pour lui, les personnes les plus vulnérables doivent être placées au cœur de toute intervention sanitaire. Quant au chef de l'État zambien, son Excellence Hakainde Hichilema, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, il a souligné que les pays africains doivent tirer les leçons de la COVID-19, harmoniser la réglementation sanitaire, bâtir la résilience et s'engager à soutenir les objectifs stratégiques de l'OMS. À son initiative, la Zambie a augmenté son budget de la santé qui est passé de 7% à 12%. L'actualité AES nous conduit tout d'abord à Tripoli, en Libye. À l'occasion du premier anniversaire de la création de la Confédération AES, les ambassades de l'AES à Tripoli, en collaboration avec les communautés des 3 pays membres ainsi que le comité de soutien à l'AES Cause AES, ont organisé la première journée culturelle et sportive de l'AES. Commentaire Adam Maïga. Les prestations artistiques et folkloriques des pays de l'AES, la dégustation culinaire de leurs mets traditionnels et un match de football opposant l'équipe de l'AES à celle des pays sympathisants Togo, Guinée et Tchad ont marqué la première édition de la journée culturelle et sportive de la Confédération des États du Sahel en Libye. Cette journée constitue pour la jeunesse de l'AES à Tripoli un tremplin pour rester connecté aux us et coutumes de leur pays et un moyen de demeurer unis et soudés derrière les autorités. La culture au Sahel représente notre identité, notre ADN, un moteur de développement économique à travers le tourisme,
l'artisanat et les industries créatives. Cette première édition incarne une ambition politique et sociale visant à renforcer la cohésion, le vivre ensemble et la solidarité entre les peuples de l'AES. Cette journée de l'AES constitue l'occasion d'échanger, de partager nos expériences en vue d'une véritable intégration des communautés AES et celle du pays d'accueil, la Libye. C'est à ce prix qu'elle nous permettra de donner une nouvelle impulsion à notre action collective. La prochaine édition, prévue en 2026, sera accueillie par les pays assurant la présidence de la Confédération. Au Niger, le palais des congrès de Niamey a vibré au rythme de la spiritualité et de la fierté lors de la cérémonie de fin d'apprentissage de la lecture du Saint-Coran organisée par la Madarsatou Nimatoulahi. 34 apprenants, dont 7 jeunes filles, 25 femmes et 2 garçons âgés de 12 à 40 ans ont terminé avec succès leur formation coranique. Compte rendu à Rachida Ali et Bourima Amadou. Ils sont au total 34 apprenants de l'école coranique Nimatoulahi à achever leur apprentissage de la lecture du Saint-Coran. Une étape importante dans leur parcours spirituel marquée par une cérémonie solennelle et émouvante. L'événement s'est tenu en présence de 2 membres du gouvernement, le ministre en charge de la refondation Mohamed Ben Salah et la ministre de la Population et de l'Action sociale, professeur Siddikou Ramatou Jarmakoy. Leur présence est un signe fort en faveur de l'éducation religieuse et de l'autonomisation des femmes à travers le savoir spirituel. Un message fort partagé par le ministre en charge de la refondation qui a insisté sur le rôle de la spiritualité dans la construction d'une société harmonieuse. La directrice de la Madarsatul Imatoulahi, Madame Bari Mariama, a ouvert la cérémonie par un discours empreint de gratitude et de conviction. L'école coranique, fer battant de notre société, est bien plus qu'un simple lieu d'apprentissage. Elle est le creuset où se forgent les valeurs islamiques et où les enfants et les adultes apprennent à lire, écrire et comprendre le Saint-Coran. En prenant la parole à son tour, la ministre de la Population et de l'Action sociale, professeur Siddikou Ramatou Jarmakoy, a salué cette initiative qui place la femme au cœur du savoir religieux. Cette rencontre constitue avant tout un moment de bénédiction, un moment d'élévation spirituelle et un témoignage vivant de l'importance de l'éducation coranique dans la formation des enfants, des hommes et des femmes, et dans la préservation de notre identité religieuse et culturelle. Des récitations de versets coraniques par les récipiendaires ont ponctué la cérémonie, témoignant de leur maîtrise du texte sacré et de leur détermination. Il faut aussi noter la remise symbolique de diplômes dans une ambiance empreinte de ferveur et de gratitude. En marge du Festival international de musique militaire en Russie, l'orchestre de la présidence du Faso s'est déporté dans un parc de Russie pour être plus proche des populations. Il a communié avec les moscovites sur de la chorégraphie des sonorités du Burkina à travers des prestations citées en présence du ministre en charge de la culture. Reportage Amadou Marcel. Quand l'orchestre de la présidence du Faso se déploie dans les parcs et autres espaces publics de Moscou, la communion artistique avec les moscovites est automatique. C'est le cas ici au VDNKH, un des plus grands complexes d'exposition et de loisirs de la capitale de la Fédération de Russie. À travers chaque tableau présenté, c'est la diplomatie culturelle entre les deux pays qui se renforce selon le chef de la délégation burkinabé. L'orchestre de la présidence a démontré une fois de plus qu'il savait promouvoir les valeurs traditionnelles burkinabées. Nous avons vu la mise en cohérence des instruments modernes avec bien sûr les instruments traditionnels burkinabés. C'est des instruments que vous ne trouvez pas partout.
mais ici nous avons pu montrer donc aux populations qui étaient bien curieuses de découvrir ce pan du patrimoine culturel burkinabé. Une parade ponctuée par des représentations à travers le parc. L'orchestre de la présidence du Faso continue de faire sensation depuis son arrivée à Moscou. Et cette immersion dans ce centre lui permet de s'ouvrir davantage aux visiteurs et autres. Alors il faut dire que c'est une population tout à fait conquise. C'est une population qui a été séduite à plus d'un titre et ça s'est fait ressentir à tous les niveaux. Lorsque les Moscovites vous disent malade ci, c'est pour tout simplement dire que vous avez touché leur cœur, leur sensibilité et je pense que l'orchestre a dignement représenté le Faso. Pour mieux consolider la coopération entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso, des échanges sont entamés pour une participation de la Russie à la SNC Bogo 2026. En attendant, l'orchestre de la présidence du Faso continue de gagner le cœur des populations à travers des créations artistiques typiquement burkinabées. Assemblée générale ordinaire de l'Association des ressortissants de Dja à Bamako, ARDB. À l'ordre du jour, le renouvellement du bureau et les bilans des travaux effectués par le bureau sortant. À noter que l'ARDB a également initié la construction de la mosquée de Dja et les travaux avancent bien. À noter également que Dja est situé dans la région de Mopti. Le compte rendu de Djouraté Diakité et Tchadja Kamara. Il se nomme Sékou Traoré, désormais le nouveau président de l'association des ressortissants de Dja à Bamako, ARDB. Il a été plébiscité à l'unanimité lors de l'Assemblée générale pour un mandat de 5 ans. Le nouveau chef de l'ARDB dirige un bureau de 27 membres. D'ores et déjà, il s'est fixé des défis à relever. Le premier défi, c'est le désenclavement de notre localité. Il s'agit de pouvoir aller à Dja et revenir tranquillement. Donc le deuxième défi, c'est l'aménagement vraiment des zones agricoles pour le développement de l'agro-sylvo-pastoral. En même temps, c'est aussi le renforcement des infrastructures sociales de base au niveau éducatif, sanitaire, sportif et religieux. Pour relever ces défis, une mobilisation commune s'avère nécessaire, d'où l'engagement du président sortant à apporter tout son appui. Almami Ibrahim Koureissi avait auparavant dévoilé le bilan des actions menées. Dès qu'on parle de Dja, on ne voit que son côté religieux, son côté islamique. Nous avons fait en sorte que le Maloud que nous célébrons à Dja puisse être amplifié. Notre école est dans une situation difficile. En raison de l'insécurité, le personnel enseignant qui était mis en exposition n'a pas pu venir ou a dû s'enfuir. Nous avons mobilisé des jeunes de Dja compétents pour pouvoir enseigner dans les différentes classes. Nous avons équipé notre école d'ordinateurs. Nous avons doté notre second cycle en livres. Nous avons initié la construction de la mosquée. En plus des membres du bureau, M. Traoré dispose de 4 commissions de travail. Ensemble, ils œuvrent pour le développement des Dja dans la région de Mopti. Parlons santé. Au Mali, il a été constaté que beaucoup de patients vaquent à leur occupation au cours du traitement avec un cathéter à la main. Sachez que ce comportement est très dangereux. Il peut provoquer de nouvelles infections ou même des maladies qui peuvent toucher n'importe quel organe du corps. Les détails avec Koumba Sissi et Abdoulaye Samaké dans Focus Santé. Je souffrais du paludisme. Au cours du traitement, j'ai continué à conduire mon véhicule avec le cathéter. En conduisant, la manche de mon pullover a arraché le cathéter. Immédiatement, j'ai mis un mouchoir sur la partie pour arrêter le sang. À part cet incident, je ne savais pas qu'il y a d'autres risques de contamination. Comme Oumar Kane, au Mali, nombreux sont les patients qui se comportent ainsi. Des malades en état de convalescence qui vaquent à leurs occupations avec un cathéter au bras. Et pourtant, cet outil médical est utilisé pour des raisons bien précises. Le cathéter, c'est un tube fin et flexible qui est utilisé pour administrer des médicaments
des liquides chez une personne ou prélever des fluides chez un malade. Le cathéter ne devrait pas dépasser les 3 à 4 jours. Je parle ici du cathéter périphérique parce qu'il y a plusieurs types de cathéters. Mais ça peut être plus court que tout cela. Parce que quand vous placez le cathéter aujourd'hui, le maintenir ou de ne pas le maintenir va dépendre de l'état du cathéter chez la personne. Dans les centres de santé, en posant le cathéter, le médecin soignant adopte certaines mesures d'hygiène pour limiter de nouvelles infections. Avant de porter un cathéter, il y a des précautions à prendre. D'abord, on devrait se laver correctement les mains au savon et puis rincer et utiliser une friction hydroalcoolique. Donc vraiment cherchez à détruire d'abord les microbes qui sont sur votre main. Portez un gant et nettoyez correctement la partie là où on veut placer le cathéter. La pose d'un cathéter doit obéir à des règles. Un suivi au niveau de l'hôpital et par quelqu'un qui maîtrise la situation. Donc, en amenant ce cathéter à la maison, on est presque sûr que la personne n'a pas toutes les qualifications pour pouvoir faire un suivi régulier. Quant aux patients, il est déconseillé de se promener avec le cathéter au cours du traitement. Dans des lieux publics, dans les quartiers, dans la communauté, on voit les gens se promener avec un cathéter au niveau du bras. Ce qui est extrêmement dangereux. Et ça ne devrait pas se faire, compte tenu de tous les risques que cela peut avoir. Le cathéter constitue une porte d'entrée pour les microbes. Et une fois que le microbe va rentrer à partir de ce cathéter, ce microbe peut circuler et atteindre toutes les parties du corps, que ce soit le cœur, le cerveau, c'est-à-dire les organes les plus sensibles. En plus des infections dans la masse ou dans n'importe quel endroit, le cathéter peut être enlevé accidentellement et peut provoquer une perte du sang, surtout chez les personnes qui ont des problèmes de coagulation. À présent, ce communiqué, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdoul Kassim Fomba, informe l'opinion publique nationale de l'arrivée des aigles basketteurs vice-champions d'Afrique ce mardi 26 août à 15h55 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Le ministre en charge de la Jeunesse et des Sports, au nom du président de la transition, chef de l'État, du Premier ministre, du chef du gouvernement, de l'ensemble des membres du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien, réaffirme ses chaleureuses félicitations à l'équipe nationale de basket du Mali et invite les populations à réserver un accueil digne, fraternel et enthousiaste à ces jeunes qui ont mérité de la patrie et qui ont honoré les couleurs nationales. À cet effet, le ministre invite l'ensemble des populations à réserver un accueil populaire et triomphal aux aigles basketteurs qui ont réalisé un parcours honorable lors de l'Afro-Basket 2025 en Angola en hissant haut le drapeau malien. L'itinéraire de cet accueil partira de l'aéroport pour arriver au stade Mamadou Konaté où une cérémonie sera organisée. Le ministre sait compter sur la mobilisation massive du public pour dire merci aux vice-champions d'Afrique. Sport, toujours football, focus sur l'équipe de Taoudéni pour sa première participation à la Supercoupe Générale d'Armée Assimi Goïta édition 2025. L'équipe de Taoudéni est la première formation à gagner ses 2 premiers matchs avec une jeune équipe à Taoudéni au terme de la deuxième journée et parmi les 2 premiers au classement dans la poule B. On en sait plus avec Abdoul Karim Kaba. Séduisante, jeune, l'équipe de la région de Taoudéni s'est révélée la sensation de la Supercoupe Générale d'Armée Assimi Goïta édition 2025. Oui, Taoudéni est la révélation pour une première participation à la Supercoupe Générale d'Armée Assimi Goïta. Elle enregistre 2 victoires en autant de sorties. Placée dans la poule B, l'équipe de Taoudéni a gagné d'abord contre la formation du gouvernement 3 buts partout à la fin du temps réglementaire, puis 5-3 au tir au but.
Au compte de la deuxième journée dans la poule B, la révélation de la Supercoupe Générale d'Armée Assimi Goïta signe sa deuxième victoire en battant Dioula au tir au but 5-4 après 0 but partout au terme du temps réglementaire. Toutes mes félicitations pour les Mali parce que je pense que c'est le Mali qui est en train de gagner et je remercie le chef de l'État, chef suprême des armées pour cette initiative pour tous les Maliens. D'ailleurs, ils se trouvent dans la situation actuelle. C'est un très bon match. Et c'est le Mali qui gagne, ça n'a pas Taoudeni ni une autre région. Je pense que c'est un appel pour tous les jeunesses maliens pour qu'ils puissent être derrière le chef de l'État, derrière les Mali, parce que le Mali aujourd'hui il a besoin tout d'ailleurs de ses enfants. Et il faut qu'on va être soudés derrière notre État pour qu'on puisse gagner. La formation de Taoudeni avec ses jeunes joueurs produit normalement son jeu et arrive à créer la sensation. Les joueurs donnent vraiment du fil à retordre à l'équipe adverse. C'est juste l'entraînement et la communication. En plus, on a envie de jouer. Donc, on veut montrer une image que le football, ce n'est pas uniquement à Bamako ici. Même à Taoudeni, il y a des bons joueurs. Nous n'avons aucun secret, nous sommes là pour ça, nous sommes là pour représenter la région. Nous voulons assez que les gens de la région soient fiers de nous. Donc, nous n'avons aucun secret, les dirigeants sont là, ils sont en train de travailler avec le staff, c'est le plus important. La Supercoupe Générale d'Armée Assimi Goïta favorise la paix, l'entente et surtout la cohésion. D'où le message des joueurs de la capitale du CELGEM. Bon, la paix, il faut que les Maliens se donnent la main. La couleur ne fait pas la différence entre les gens. On a tous le même sang rouge qui coule dans nos veines. Ce que je peux dire aux Maliens, soyons unis, connectons-nous les esprits dans notre diversité culturelle, artistique et footballistique. C'est des choses qui nous réunissent autour d'un seul mot, qui est le Mali. Au-delà de l'aspect compétitif, la Supercoupe Générale d'Armée Assimi Goïta est une plateforme de dialogue et de fraternité où les joueurs issus des différentes régions peuvent se rencontrer, échanger et tisser des liens d'amitié. C'est également une occasion de mettre en lumière les talents sportifs du pays et offrir une vitrine aux futurs champions. Et cette triste nouvelle, Soumaïlo Aboubakrine Diko, ingénieur de l'information à la retraite, n'est plus. Il est décédé ce lundi 25 août 2025 des suites d'une longue maladie. Soumaïlo Aboubakrine Diko a commencé à servir à l'ERTM le 1er janvier 1984. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'organe avant de faire valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2024. Ses obsèques auront lieu demain à 14 h chez lui à Kalabankoro, Sanga. La direction générale de l'URTM et tous les personnels présentent leurs condoléances à la famille de Soumaïlo Diko et prient pour le repos de son âme, que son âme repose en paix. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain 20 h, s'il plaît à Dieu. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation des peuples pour le maître pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie au prix de nos vies.